À 4h20 Anne. 5. Clint Eastwood révèle enfin la vérité sur Rob Reiner, né Clinton Eastwood Jr. le 31 mai 1930 à San Francisco, en Californie, en pleine Grande Dépression. Clint Eastwood a passé son enfance à déménager fréquemment, sa famille suivant les opportunités d'emploi à travers la Californie. Cette enfance nomade lui a inculqué à la fois l'autonomie et une certaine réserve émotionnelle. Enfant calme et introspectif, Eastwood préférait observer que parler, des traits qui définiraient plus tard son personnage à l'écran. La musique, et notamment le jazz et le piano, a joué un rôle important dans sa jeunesse, nourrissant en lui un goût prononcé pour le rythme, l'atmosphère et la subtilité, éléments qui influenceraient son style cinématographique. Après le lycée, Eastwood a exercé divers métiers, dont sauveteur, bûcheron et pompiste. Ces expériences l'ont ancré dans les réalités de la classe ouvrière et lui ont inculqué un profond respect pour le travail ordinaire et la résilience. Son parcours vers le métier d'acteur n'a été ni immédiat ni tracé d'avance. Il s'est dessiné progressivement, presque par hasard, après sa démobilisation de l'armée américaine et ses débuts à Hollywood. Les débuts de la carrière d'acteur d'Eastwood furent marqués par le rejet et l'incertitude. Engagé par Universal Pictures au milieu des années 1950, il fut renvoyé après que des rôles mineurs n'eurent convaincu les dirigeants du studio qui critiquèrent son physique, sa voix et son manque supposé de charisme. Loin de le décourager, ces revers renforcèrent sa détermination. Il continua à étudier l'art dramatique, acceptant de petits rôles et attendant patiemment une opportunité qui lui permettrait de s'épanouir plutôt que de se conformer. Cette opportunité se présenta en 1959 avec la série télévisée Rawhide. Engagé dans le rôle de Rowdy Yates, Eastwood obtint un travail régulier et une certaine notoriété pendant 8 saisons. Bien que ce rôle lui ait assuré stabilité financière et reconnaissance, il s'y sentait bridé sur le plan créatif et aspirait à des projets plus complexes. Sa volonté de prendre un risque considérable en quittant la télévision américaine pour le cinéma italien allait bouleverser sa vie et l'histoire du 7e art. Au milieu des années 1960, Eastwood accepta un rôle modestement rémunéré dans la trilogie du dollar de Sergio Leone, une poignée de dollars pour quelques dollars de plus, et Le Bon, La Brute et Le Truand. Ces films ont révolutionné le western et ont introduit le personnage iconique de l'homme sans nom incarné par Eastwood. Un anti-héros laconique et moralement ambigu, dont le minimum de dialogue et le regard perçant en disaient long. L'interprétation d'Eastwood a redéfini la masculinité à l'écran. Il n'était ni flamboyant ni verbeux. Son pouvoir résidait plutôt dans la retenue, la présence et la subtilité de ses propos. Le succès de ses films fit de lui une star internationale et transforma à jamais le ton et l'esthétique du cinéma occidental. Plus important encore, ils ont donné à Eastwood le contrôle, la maîtrise de ses choix de carrière, sa direction artistique et son indépendance professionnelle. De retour à Hollywood à la fin des années 1960, et dans les années 1970, Eastwood est devenu l'une des stars les plus rentables du cinéma. Des films comme L'Inspecteur Harry ont ancré son image d'un justicier dur et intransigeant. Le personnage d'Harry Callahan a suscité un vif débat. Certains y voyaient le reflet de la frustration populaire face à la criminalité, tandis que d'autres le critiquaient comme un symbole d'autoritarisme. Eastwood, cependant, s'est toujours refusé à toute interprétation simpliste, insistant sur le fait que ses personnages reflétaient une complexité morale plutôt qu'une idéologie. Durant cette période, Eastwood a fait preuve d'une remarquable polyvalence, apparaissant dans des westerns, des films d'action, des thrillers, des drames romantiques et des comédies. Des films comme Un frisson dans la nuit, L'homme des hautes plaines, Le hors-la-loi, Josie Wales, Ding, Dur et Ding et L'évasion d'Alcatraz ont mis en lumière son talent et son assurance grandissante derrière la caméra. Il ne se contentait pas de jouer la comédie, il apprenait, expérimentait et préparait discrètement sa transformation la plus significative.
En tant que réalisateur, Clint Eastwood a développé un style unique, caractérisé par la sobriété, la retenue émotionnelle et un profond respect pour les acteurs. Il privilégiait les plans minimalistes, la lumière naturelle et une narration sobre, laissant le jeu des acteurs s'exprimer pleinement et les histoires se déployer sans excès. Ces films exploraient souvent les thèmes du vieillissement, du regret, de la rédemption, de la violence et des conséquences morales, des sujets rarement traités avec une telle nuance dans le cinéma grand public. Son œuvre de réalisateur a atteint son apogée avec Impitoyable, 1992, un western révisionniste qui a déconstruit les mythes d'héroïsme et de violence qui avaient défini le genre. Ce film valut à Eastwood les Oscars du meilleur réalisateur et du meilleur film, le consacrant définitivement comme l'un des plus grands cinéastes de sa génération. Il enchaîna ensuite une série extraordinaire de films acclamés par la critique, parmi lesquels Mystic River, Million Dollar Baby, Lettres d'Iwo Jima, Gran Torino, L'Échange et American Sniper. Sa renommée dépasse largement les frontières d'Hollywood. Eastwood a été récompensé par 3 Césars, l'une des plus prestigieuses distinctions cinématographiques européennes, témoignant du profond respect qu'il inspire au sein de la communauté cinématographique internationale. En reconnaissance de son influence considérable sur la culture cinématographique américaine, il a également reçu le Life Achievement Award de l'American Film Institute, une distinction réservée aux artistes dont l'œuvre a fondamentalement façonné l'identité et l'évolution du cinéma aux États-Unis. En 2000, sa renommée internationale a été consacrée par le Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière décernée par la Mostra de Venise, l'une des récompenses les plus prestigieuses du cinéma international. Ce prix célébrait non seulement des films individuels, mais l'ensemble d'une œuvre marquée par une complexité morale, une retenue émotionnelle et une voix de réalisateur singulière qui a conservé toute sa force jusqu'à un âge avancé. La France, nation réputée pour son profond respect du cinéma en tant qu'art, a honoré Eastwood à 2 reprises des plus hautes distinctions civiles. En 1994, il a été nommé commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle aux arts et de son influence sur la vie culturelle mondiale. Plus d'une décennie plus tard, en 2007, il a reçu la Légion d'honneur, la plus haute distinction française, le plaçant ainsi parmi un groupe d'élite de personnalités internationales dont les réalisations transcendent les frontières et les générations. Ensemble, ces distinctions dressent le portrait d'un artiste dont l'influence ne se limite pas à un seul pays ou à une seule époque, mais dont l'héritage continue d'inspirer et de définir le cinéma à l'échelle mondiale. Le mariage de Clint Eastwood avec Margaret Maggie Neville Johnson a été le chapitre sentimental le plus long et, à bien des égards, le plus complexe de sa vie. Ils se rencontrèrent en 1953, alors qu'Eastwood était encore un jeune homme en difficulté, sans perspective claire de célébrité. À l'époque, il exerçait divers métiers, notamment maître nageur et ouvrier, tout en cherchant des opportunités d'acteur sans grand succès. Maggie Johnson, posée, intelligente et équilibrée, incarnait la stabilité à une période où l'avenir d'Eastwood était incertain. Ils se marièrent le 19 décembre 1953, inaugurant une union qui allait durer plus de 30 ans. Au début de leur mariage, la carrière d'Eastwood peinait à décoller et l'insécurité financière était une préoccupation constante. Maggie joua un rôle crucial durant cette période, lui apportant un soutien moral précieux face aux revers professionnels répétés. Lorsque son succès fulgurant avec la série télévisée Rawhide, 1959-1965, a finalement propulsé leur vie, celle-ci a basculé. La célébrité leur a apporté richesse, visibilité et opportunité. Mais elle a aussi engendré des tensions qui allaient mettre leur mariage à rude épreuve pendant des années. Alors que la carrière d'Eastwood prenait son envol grâce à ses rôles emblématiques dans la trilogie de Sergio Leone, L'Homme sans nom, puis dans celui de l'inspecteur Harry Callahan dans les films Dirty Harry, son emploi du temps chargé
et son indépendance grandissante modifièrent la dynamique de leur relation. Maggie resta largement à l'écart des projecteurs hollywoodiens, préférant la tranquillité et une vie de famille paisible. Ce contraste entre l'image publique d'Eastwood et la nature réservée de Maggie s'accentua avec le temps. Leur mariage fut marqué par de longues périodes de séparation et des infidélités notoires qu'Eastwood reconnut plus tard avec Franchise. Malgré ces difficultés, le couple resta légalement marié pendant des décennies, une situation qui reflétait à la fois une complexité émotionnelle et un sens mutuel des responsabilités. Maggie et Clint eurent 2 enfants. Kyle Eastwood, né en 1968, devenu musicien de jazz reconnu, et Allison Eastwood, née en 1972, qui embrassa une carrière d'actrice et de réalisatrice. Le dévouement de Maggie envers ses enfants et ses efforts pour préserver la continuité familiale ont été essentiels à son rôle durant cette période. En 1978, après 25 ans de mariage, Maggie et Clint se sont séparés officiellement, bien que leur divorce n'ait été prononcé qu'en 1984. Ce long délai entre la séparation et le divorce a souligné l'imbrication profonde de leur vie et de leurs finances. Lorsque le divorce fut prononcé, il s'agissait de l'un des règlements les plus onéreux d'Hollywood à l'époque, témoignant de l'immense succès d'Eastwood et du rôle essentiel joué par Maggie comme son épouse durant son ascension vers la gloire. Malgré la fin de leur mariage, Maggie Johnson demeure une figure marquante de la vie de Clint Eastwood. Présente avant la célébrité, elle a supporté les pressions qui en ont découlé et a élevé leurs enfants à l'abri des excès d'Hollywood. Leur relation, bien qu'imparfaite, a façonné la conception qu'avait Eastwood de la famille, des responsabilités et du prix personnel de l'ambition. À 95 ans, Clint Eastwood s'exprime avec une lucidité que seule une vie pleinement créative, affranchie du besoin de plaire, peut apporter. Revenant sur plus de 7 décennies à Hollywood, Eastwood évoque non seulement sa propre carrière, mais aussi l'évolution de l'industrie et les personnalités qui en sont devenues les symboles. Interrogé sur Rob Reiner, Eastwood ne s'exprime ni avec amertume ni avec hostilité. Au contraire, ses propos sont mesurés, philosophiques et ancrés dans la conviction qu'Hollywood s'est éloigné de sa vocation première, raconter des histoires qui unissent plutôt que de diviser. Je n'ai jamais eu de problème avec Rob en tant que cinéaste, affirme Eastwood. Il est talentueux. On ne réalise pas les films qu'il a réalisés sans une parfaite maîtrise des personnages et du rythme. Eastwood reconnaît le talent de Reiner, notamment pour ses premiers films qui privilégiaient l'humour, la chaleur humaine et les relations humaines. Pour Eastwood, ces films représentaient une époque où Hollywood était moins obnubilé par les symboles idéologiques et plus concentré sur le savoir-faire. Ce qui le préoccupe, cependant, c'est ce qu'il perçoit comme une transformation, non seulement chez Reiner, mais aussi dans la culture qui l'entoure. À un moment donné, ce métier a cessé d'être guidé par la curiosité, constate Eastwood. Tout est devenu question de certitude, et la certitude est dangereuse en art. Selon Eastwood, Reiner est devenu l'emblème d'une classe hollywoodienne qui ne tolère plus la contradiction, confondant conviction morale et supériorité morale. Eastwood oppose cette vision à sa propre approche du cinéma et de la vie publique. Je n'ai jamais cru que mon rôle était de dire aux gens ce qu'ils devaient penser, dit-il. Mon rôle était de leur montrer qui ils étaient. Il explique que ses films, même les plus controversés, n'ont jamais eu pour but de donner des leçons au public, mais de susciter la réflexion. Qu'il s'agisse de westerns, de films de guerre ou d'études de personnages intimistes, Eastwood affirme avoir fait confiance aux spectateurs pour tirer leurs propres conclusions. Selon lui, le véritable désaccord entre lui et Reiner n'est pas politique, mais philosophique. Rob veut avoir raison sur les sujets qu'on aborde, déclare Eastwood. Je veux poser des questions. Il soutient qu'Hollywood a jadis prospéré grâce à la confrontation des idées, où des artistes aux visions du monde radicalement différentes collaboraient sans exiger de conformité idéologique. Aujourd'hui, Eastwood estime que cet esprit s'est érodé. Il fut un temps où l'on pouvait être en désaccord tout en se respectant.
se souvient Eastwood. Aujourd'hui, le désaccord est perçu comme une faute morale. Il suggère que l'activisme virulent de Reiner reflète une tendance plus générale où les artistes confondent agitation et vertu. Pour Eastwood, la certitude morale ferme des portes que la narration devrait laisser ouvertes. Eastwood prend soin de ne pas se présenter comme une victime. « Personne ne me fait taire », dit-il. « J'ai dit ce que j'avais à dire. » Ce qui l'inquiète, c'est la jeune génération de cinéastes qui se sentent obligés de se conformer aux opinions dominantes. Ils ont peur d'être honnêtes, dit-il, et la peur n'a jamais engendré de belles œuvres. Interrogé sur la question de savoir si Reiner comprend cette critique, Eastwood marque une pause. « Je ne sais pas », admet-il. Les gens entendent ce qu'ils veulent entendre. Il insiste sur le fait que ses propos ne constituent pas des attaques personnelles, mais une réflexion sur un système qui privilégie l'indignation à la lucidité. Rob n'a pas créé ce système, affirme Eastwood, mais il s'y sent à l'aise. À 95 ans, Eastwood n'exprime aucune envie de régler ses comptes. Son ton est calme, presque détaché. « La vie est trop courte pour les rancunes », dit-il. Ce qui compte pour lui, c'est l'héritage, pas les récompenses, ni les recettes au box-office, mais la liberté de raconter des histoires avec sincérité. Je préfère faire un film qui dérange plutôt qu'un film qui flatte l'ego. Au final, la vérité révélée par Eastwood sur Rob Reiner n'est pas une révélation, mais une lamentation. C'est la douleur d'un artiste qui voit une industrie sacrifier la curiosité au profit du conformisme. Hollywood était autrefois un lieu où les marginaux avaient leur place, explique Eastwood. Aujourd'hui, chacun cherche à prouver qu'il en fait partie. Pour Clint Eastwood, ce changement est bien plus important que n'importe quel nom.